Notre thème aujourd'hui, c'est toute la question des deepfakes et je pense que la présentation de Philippe met très, très bien la table hein, lorsqu'il a appelé ça les arcanes du vrai à l'heure des deepfakes, authenticité et dispositif de véridiction. Donc, toute la question de la vérité. On l'a examiné avant dans la notion de post-vérité, mais ici, on ramène un concept qui a été central, si vous voulez, au début du projet, qui est celui d'authenticité. Donc, j'ai bien hâte de vous entendre, Philippe et Angelina, et puis je vais vous céder tout de suite la parole. Juste avant que vous commenciez, on a informé, on essaie de rester dans nos temps. Je vous le mentionne, donc 25 minutes avant la fin, là, je vous le dirai, je vous avertirai, puis on essaie de maintenir le temps en pensant qu'après, dans les commentaires et débats, si vous avez des choses que vous n'avez pas eu le temps de dire, on a toujours le temps de le faire. Alors, je vous cède la parole. D'accord, merci René. Donc, surtout, on va essayer de garder le temps. Donc, on va essayer de s'arrêter à 20, enfin, à peu près. Il est 16h05 et quelques, donc on va jusqu'à 16h20 et quelques. D'accord? Tu nous Oui, rappelles à l'ordre s'il le fallait. Et puis, comme tu le dis, eh bien, oui. Ce on- serait 16h25, 16h25. 16h, D'accord. Donc, c'est important. 16h20, oui, oui, oui. Non, pardon, 16h, vous 25, êtes à oui, c'est 16h, ça. moi je suis 11h. Donc, ça Ah, nous fait jusqu'à 25 à peu jusque près. 25, hein, pour l'heure. Oui. Ça, je parlais de l'heure. Enfin, de France, évidemment. Voilà, donc jusque 25. OK, donc on va essayer d'ajuster parce qu'on a beaucoup de choses à dire, évidemment, et donc il faut absolument qu'on s'adapte. Bien, donc merci de nous avoir invités, moi et Angélina, donc, qui est docteur d'ailleurs depuis peu, qui était doctorante jusqu'au début janvier, puis voilà, donc tout s'est bien passé pour elle, et donc elle est maintenant docteur reconnue. Alors, donc merci de nous avoir invités. Et effectivement, le programme du séminaire nous intéresse beaucoup parce qu'il nous amène finalement à explorer les deepfakes comme par rapport à ce qu'il pourrait, dans sa relation à des régimes d'authenticité qui prennent place, hein, je cite les propos du programme, dans une ère dite de la post-vérité. Ça nous permet d'examiner les transformations des systèmes de vérité, d'autorité et de légitimité à l'œuvre dans les dynamiques de médiation contemporaine. Donc, c'est vrai que cette façon de poser le cadre nous semble tout à fait convenir à un examen des deepfakes qui contribue, on le sait, à brouiller le vrai dans un écosystème informationnel qui a été profondément transformé, hein, qui est caractérisé par son désordre. Hein, si on reprend la notion d'information disorder de la chercheuse britannique Claire Wardle. Et donc, les deepfakes nous intéresseront ici dans la mesure où ils perturbent le régime d'authenticité de l'image, sa référentialité. Je laisse la parole à Angélina qui va poursuivre, je la reprendrai après. Alors, on va vous proposer peut-être de commencer par visionner un deepfake publié sur YouTube le 23 mars, donc, il y a 3 jours, et impliquant le président Macron. Mes chers compatriotes, mes chers amis, On ne voit pas la vidéo. Ce grand espace, mes chers compatriotes, mes chers amis. Il faudrait que vous partagiez votre écran peut-être. Partagez l'écran. Oh, pardon, je n'ai pas partagé l'écran. Oui, excusez-moi. On recommence. Ouais, je suis allé tout de suite sur le. Pardon. Hop. Voilà, on y va. C'est ici. Okay. Alors, vous voyez. Très bien, super. D'accord. Mes chers compatriotes, mes chers amis, si je tenais à m'adresser à vous depuis ce grand espace, avec plein d'arbres partout, qu'on appelle, je crois, une forêt, c'est pour partager un secret que je garde en moi depuis trop longtemps. Je suis écologiste. Vous devez sans doute penser que je vous raconte des carabistouilles, car depuis mon arrivée au pouvoir, on ne peut pas dire que je me sois battu farouchement contre le réchauffement climatique. Certainement par peur de froisser ceux qui m'ont permis d'arriver au pouvoir et qui m'aideront à y rester en 2022. Alors, comme mon absence d'ambition écologique commençait à se voir, j'ai accepté de créer la Convention citoyenne pour le climat, afin de calmer tout le monde. Au début, ça m'a bien fait marrer, ce truc-là. Mais lorsque la Convention citoyenne m'a rendu 149 propositions,
chiffrée, applicable, soutenue par une majorité de Français, là, j'ai commencé à flipper, car elles allaient totalement à l'encontre des intérêts de mes amis les lobbies. Alors, pour les protéger et me protéger, j'ai décidé de vider de leur substance. Mes chers compatriotes. Alors, comme vous l'aurez compris certainement, les deepfakes sont des manipulations numériques de contenu audio et vidéo, hautement réalistes et difficiles à détecter. Ou encore, on le conçoit comme une technique utilisée pour manipuler des vidéos grâce à des codes informatiques. Ce deepfake que vous avez vu avec Macron a été créé et publié par le collectif citoyen On est prêt. Ce n'est pas non plus perfectionné sur le plan technique, mais il contient des éléments intéressants. La voix, l'apparence du président Macron, mais aussi ses gestes, son attitude, ses tics de langage, sa façon de se tenir, son ethos en quelque sorte, sont simulés dans cette vidéo. Et les créateurs, qui sont aussi des militants écologistes, font tenir à Macron un discours jugé honnête, sans langue de bois, sans faux semblants, sur les réelles intentions de sa politique écologique. Évidemment, des paroles qu'il ne tiendrait jamais en public. L'amusement qui peut être provoqué par ce deepfake tient dans ce décalage entre, d'une part, les aspects audiovisuels faux, sans vraisemblance, et d'autre part, le discours tenu pour vrai, sans faux semblant, même s'il n'a jamais été prononcé publiquement par le président Macron. Donc pour le coup, dans ce deepfake, le faux dit le vrai, un vrai qu'on attendrait d'un chef d'État dans l'esprit des auteurs. Notons aussi que la vidéo ne cherche pas à masquer son statut de deepfake. Vous avez remarqué peut-être un bandeau en bas de l'image à droite qui indique qu'il est réalisé avec trucage. Et dans les dernières images que nous n'avons pas diffusées, le terme deepfake est écrit. Il n'y a donc pas de volonté de tromper le spectateur. Donc, à l'origine, le terme deepfake, ça vient de la contraction entre deep learning, qui est la technologie qui a impulsé les méthodes de manipulation de l'image au moyen de l'intelligence artificielle, et de fake, le faux. Le terme désigne ce qu'on nomme aussi en français, cette fois, hyper-trucage. Et ça semble apparaître comme un phénomène nouveau. Pourtant, il s'inscrit dans une généalogie qu'on s'efforcera de vous restituer. D'ailleurs, le deepfake peut être décrit comme un nouvel outil pour un vieux problème de désinformation, selon James Andrew Lewis du Center for Strategic and International Studies à Washington. Alors, les premières applications grand public permettant de fabriquer ce type de vidéos truquées se diffusent à partir de 2015. Le terme deepfake en lui-même apparaît pour la première fois au cours de l'année 2017 et c'est au départ le fait d'un utilisateur de la plateforme américaine Reddit qui qualifie de deepfake des vidéos pornographiques manipulées impliquant, dans lesquelles il a inséré le visage de célébrités comme la chanteuse Taylor Swift. Prenons quelques exemples connus un par un. Alors, le plus connu peut-être, c'est cette vidéo du président Obama. Et pourquoi c'est le plus connu? Bien simplement parce que les médias ont commencé à en parler à l'occasion de sa création, il a été largement diffusé en avril 2018. Et dans cette vidéo, le comédien et réalisateur américain Jordan Peele, associé au site d'information BuzzFeed News, réalise un faux discours du président Obama. Donc, c'est à partir de peu de temps après que le phénomène explose et qu'on voit même les vidéos se multiplier. Donc, dans cette vidéo avec le président Obama, il n'y a pas non plus d'objectif de tromper, et on y voit en partie les coulisses de la fabrication du trucage et notamment le doublage de la voix par le comédien. Il vise au contraire à alerter le public sur le potentiel danger des deepfakes, à sensibiliser aux enjeux politiques et informationnels des manipulations vidéo. Sa vocation est proprement pédagogique. D'ailleurs, ce que montre son insertion dans le site web BuzzFeed. Alors, on voit notamment que ce type de vidéo a fait qu'on a commencé à parler de infocalypse. En tout cas, ça a été annoncé comme tel.
Et ça a été même peut-être un phénomène qui serait encouragé par des facteurs d'accélération de la menace que sont les plateformes de partage de vidéos, de messagerie, dans un contexte de polarisation. On se rend compte que ces vidéos peuvent être diffusées partout, hein, évidemment sur les plateformes de partage de vidéos et sur les réseaux sociaux comme YouTube, TikTok, mais aussi sur les plateformes de messagerie où ils peuvent devenir virales, comme WhatsApp et Messenger. Alors, pareil, je laisse la parole à Philippe pour commenter Alors, cet aspect. si on devait mener dans un cadre plus large une étude des deepfakes comme phénomène de désinformation, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de questions qui sont à poser, hein, parce que bon, généralement, ils ont été appréhendés comme ça. Les deepfakes participent finalement à ce phénomène général de désinformation et on franchit un palier supplémentaire, ce qui a suscité un grand émoi, notamment dans les médias. Bon, nous pensons que certes, on peut avoir cette approche, mais il convient quand même de se poser un certain nombre de questions sur la spécificité des deepfakes comme type d'image d'abord. Est-ce qu'on peut, par exemple, dire qu'on a affaire à gauche, ce qui donc serait qualifié de deepfake, à la même chose qu'à droite? Ce que vous voyez à droite, c'est une photo qui a été qualifiée de fake news par certains membres du public, alors qu'il s'agissait donc, semble-t-il, d'une erreur, entre guillemets, de France Télé lorsque cette image a été diffusée au JT de France 2 le 15 décembre 2018. Enfin, il y a eu toute une polémique sur le fait qu'on avait sur cette pancarte dégage, le mot dégage qu'on ne voit plus à l'image telle qu'elle a été diffusée. Hein. Et donc ensuite, il y a eu des excuses de la rédaction du JT pour ce qui a été qualifié d'une erreur. Donc, est-ce que les deepfakes rentrent dans la même catégorie de phénomènes? Je pense que ça mériterait un examen plus approfondi en essayant de répondre, donc, essayant de déterminer le type d'image, en essayant de déterminer aussi le type de contexte dans lequel les deepfakes se répandent, par exemple l'environnement discursif qui les accompagne. On voit que bien souvent, jusqu'à présent, dans pas mal de deepfakes que nous avons pu voir, un certain nombre sont diffusés avec comme intention soit de contribuer à l'éducation aux médias, soit de contribuer, de montrer qu'il y a une performance technique qui peut tromper les publics, donc avec un message d'alerte en quelque sorte. Donc être soucieux du contexte de discursif qui les accompagne, du contexte médiatique. Ils s'insèrent généralement on les voit par exemple sur un site web, donc avec un discours d'accompagnement. Voilà. Ensuite, autre question, quant au mode de production, aux intentions qui les gouvernent, au mode de diffusion via les réseaux sociaux notamment, et enfin au mode de réception, c'est-à-dire qu'on voit que dans les alertes qui ont été faites au moment où c'était quelque chose qui occupait les esprits il y a quelques années, donc, eh bien, on supposait que les publics étaient forcément victimes, ou pourraient être en tout cas victimes des deepfakes, comme si les publics étaient en quelque sorte, il y avait une naïveté première des publics. Alors, ce qui est peut-être pas tout à fait faux, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai. Enfin, voilà, donc je pense que c'est un ensemble de questions que je résume, il y en a d'autres encore qu'il faudrait se poser. Donc, d'autres exemples amènent encore de nouvelles questions, des exemples plus récents, notamment donc, ce deepfake dans les médias, qui est apparu dans les médias, donc, impliquant Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook. Donc, ça date de juin 2019. Et en fait, cette vidéo, elle fait partie d'un ensemble plus vaste d'œuvres vidéo, dont plusieurs extraits ont été publiés sur Instagram. Elles explorent le rôle et le pouvoir de l'industrie de l'influence numérique dans son ensemble, selon leur auteur, qui est un artiste, l'artiste Bill Posters. D'ailleurs, notons au passage que Mark Zuckerberg, qui a eu connaissance de cette vidéo et qui est même visé par celle-ci, refuse de les bannir de ses réseaux sociaux, Instagram et Facebook notamment. Autre exemple, cette vidéo de Tom Cruise, qui est apparue aussi récemment, en février 2021. Donc, cette fois, elle a été créée par un expert belge et deepfake qui s'appelle Chris Humet, sur le compte Deep Tom Cruise.
Et donc, l'auteur de cette vidéo dit les gens doivent comprendre que c'est le travail de professionnel. J'ai formé ce mannequin pendant 2 mois, puis j'ai eu besoin de 2 jours complets par film, et puis encore 24 heures de post-production. Quiconque ne peut pas faire comme ça, comme certains le pensent, a-t-il déclaré dans la presse belge. Et cette vidéo a à la fois impressionné, peut-être même effrayé les internautes. Ce qu'on peut dire de toutes ces vidéos, c'est que ce sont majoritairement des objectifs éducatifs, comme ça a été le cas dans celle d'Obama, où il s'agit d'alerter sur la menace des deepfakes. Ça peut être humoristique ou satirique, comme avec la vidéo de Macron. Dans ces deux formes d'utilisation, éducatif et humoristique, les auteurs indiquent clairement que le contenu est fictif. Mais on retrouve d'autres objectifs ou domaines d'utilisation. Notons qu'une grande majorité de vidéos qui sont faites en pornographie ou secondairement, ou un peu moins fréquent, mais des performances techniques et artistiques, comme c'est le cas dans cette création de Chris Wu. Alors, mais justement, les deepfakes ont été surtout abordés en recherche du point de vue de leurs techniques et des technologies qu'elles impliquaient. On voit ici dans ce spectre, qui est extrait de l'étude publiée par l'organisation de recherche Data and Society, ce spectre classe les manipulations selon leur sophistication technique, allant, vous voyez à gauche, des deepfakes, donc avec un haut degré de technicité, jusqu'à tout à droite, les cheap fakes, qu'on appelle aussi parfois les shallow fakes, d'un degré moindre. Alors, voyons les manipulations avec donc les deepfakes à proprement parler, qui utilisent le deep learning. Donc, ces vidéos, elles utilisent des techniques hautement sophistiquées, et notamment l'intelligence artificielle, en particulier les méthodes de deep learning. Vous voyez sur cette image quelques illustrations. La technique peut-être la plus connue, c'est le face swapping, qui consiste à échanger une ou partie d'un visage sur une vidéo. Donc les deepfakes, quant à eux, à l'opposé du spectre, ils utilisent des techniques traditionnelles comme une phrase coupée au bon moment ou un ralentissement vidéo. Un exemple de ce deepfake, c'est la vidéo de Nancy Pelosi. Dans cette vidéo, donc on voit la présidente démocrate de la Chambre des représentants qui donc déclare un discours, et ce discours a été ralenti à 75%, ça date de mai 2018. Ici, la solution adoptée est moins coûteuse. Il s'agit simplement de ralentir le son d'une vidéo pour donner l'impression que la personne est ivre. Et la supercherie a été révélée par le Washington Post. Donc, vous voyez ici à l'écran, cette vidéo a été largement diffusée, comme l'indique la chaîne américaine CBS. Et en dessous, les images que cette vidéo a suscitées. Donc, elle avait été postée initialement dans un groupe Facebook suivi par 35 000 personnes et identifiée comme relevant de l'extrême droite pro-Trump. C'est là qu'on voit que des techniques de manipulation très simples, de deepfake, sans forcément utiliser l'intelligence artificielle, rendent avec ces techniques possible de créer des contenus manipulés hautement crédibles et avec une diffusion rapide et massive. Alors, que penser des deepfakes? Alors, je crois qu'en tant que chercheur en sciences humaines et sociales et en sciences de l'information et de la communication, on les a croisés avec différentes filières médiatiques, si vous voulez, qui en permettent de mieux en comprendre le fonctionnement. Donc, on peut déjà dire que les deepfakes appartiennent à la série culturelle des images documentaires, non pas au sens du genre documentaire, du genre filmique documentaire, mais au sens où elles renvoient à des empreintes directes de la réalité. Et donc, si on cite les propos d'André Bazin, qui sont connus, la pellicule enregistre d'une façon automatique ce qui se trouve devant l'objectif, et cela ne change pas foncièrement avec l'image numérique, du moins semble-t-il. Et donc, avec la puissance analogique de l'épreuve photographique puis du film, l'image n'apparaît plus comme une transcription symbolique, figurative ou géométrique de la réalité, mais comme un prélèvement, une preuve de l'existant tel quel, comme sa trace même, son empreinte objective, écrit François Ninet. Et ce principe est au cœur du factuel filmique, tel qu'on le retrouve aussi dans les deepfakes. Alors, donc, ces images affichent un lien indiciel avec le monde réel qui est très fort. Et elles s'appuient sur un postulat qui est
qui est celui que vous voyez à l'écran, qui est au cœur de leur régime d'authenticité référentielle, si on reprend l'expression d'André Gaudreau et de Philippe Marion. Mais cette équation est fortement mise à mal plus récemment par l'irruption des images numériques dont le référent peut devenir problématique quand il est un pur produit du calcul, comme c'est le cas des deepfakes. Et donc, au fond, comment fonctionnent les deepfakes et pourquoi crée-t-elle autour d'elle un tel émoi? C'est qu'elle joue avec, semble-t-il, première hypothèse, c'est qu'elle joue avec notre conditionnement aux images télévisuelles. À savoir que le média télévisuel court après l'actualité. Il s'agit de s'approprier l'événement, voire de le produire sous la forme de traces enregistrées le plus vite possible. Il faut saisir sur le vif ce qui se passe. Et donc, certains deepfakes surgissent dans ce registre temporel accéléré. D'autre part, ces images d'actualité sont aussi porteuses de violence, voire d'émotion, et elles frappent les esprits. On le sait que, on sait que l'image de presse a évolué vers cette appropriation de l'image au cœur de son dispositif. Si on cite par exemple l'emploi de l'image dans le magazine Life à partir de 1936. Donc, on en arrive à une problématique du choc des photos. Et n'y aurait-il pas non plus un choc deepfake, évidemment, comme type d'image? Et donc, les deepfakes sont aussi devenus des appâts par le nombre de vues et de clics qu'ils suscitent. Et si on les replace dans l'histoire longue de l'image d'actualité, eh bien, sachant que l'information est devenue un spectacle et qu'elle influence en tant que tel le débat public, eh bien, la vidéo de Nancy Pelosi, qu'on a évoquée tout à l'heure, se laisse regarder dans ce contexte de personnalisation de la vie politique. L'image spectacle devient image événement, et donc ce deepfake est devenu un deepfake événement en quelque sorte. Et au fond, donc, ce deepfake se comprend donc comme produit de cette évolution. Et d'ailleurs, ce qui est assez troublant, c'est que l'image d'actualité que représentent certains deepfakes, pas tous, mais un certain nombre en tout cas, ces images d'actualité s'inscrivent dans un élan scientiste et positiviste qui vise à fournir au public la représentation la plus exacte de la réalité, afin de la capturer grâce à la performance croissante des technologies utilisées. Du noir et blanc, avec l'ajout du son, la couleur, le direct, etc. Or, ces mêmes progrès techniques qui permettent de capturer la réalité sont aussi ceux qui vont permettre de trafiquer ces représentations de la réalité, comme dans les deepfakes. Et donc, au fond, le fonctionnement des deepfakes repose sur cette propagande objectiviste dont la télévision a fait recette avant le surgissement des deepfakes. Et nous pensons que les deepfakes ne peuvent pas fonctionner sans cet arrière-plan idéologique, où finalement, quand on regarde le deepfake de Tom Cruise, eh bien, on voit que les plans vus on a l'impression qu'on n'a affaire qu'à des plans qui sont relatifs à la monstration, qu'il n'y a pas de traitement ou de post-production par le montage, alors qu'ici, en fait, le deepfake agit de façon efficace parce qu'il y a une articulation du double plan de la monstration et du montage. C'est-à-dire que la monstration, les plans sont trafiqués dans ce deepfake de Tom Cruise, et en même temps, la narration nous trompe en faisant alterner Tom Cruise et son sosie à des moments tout à fait intéressants de montage, où on change de plan, où on passe d'un plan large à un plan rapproché, par exemple. Et donc, le deepfake doit son efficacité pragmatique, c'est-à-dire de susciter notre croyance ou de jouer dans le meilleur des cas avec elle, comme dans le cas du deepfake mettant en scène le président Macron, parce qu'il s'inscrit le plus souvent dans cette propagande objectiviste de l'actualité télévisée et de ses dérivés actuels sur les réseaux sociaux, la vidéo sur le web. Donc sa vérité, la preuve par l'image qu'elle clame, ne vaut que par un système de coordonnées, celui de l'actualité télévisée, où donc le visible égale l'objectif, égale le réel et le vrai. Alors, ce qu'il y a de particulier avec, je vais passer ceci pour aller plus vite, ce qu'il y a de particulier avec le deepfake, c'est que c'est un objet frontalier, parce qu'à la fois, il oscille entre des images qui semblent prélevées sur le monde par une caméra, et donc on aurait affaire à des prises de vue réelles, et des artefacts iconiques qui sont des images de synthèse, des images calculées. Et donc, en tant que entrant dans la composition des deepfakes, on a des images numériques qui sont avant tout traduites dans un code informatique. Et donc, on sait que ces images,
ont un statut tout à fait à part, hein. Philippe Keough a montré qu'elles sont dotées des mêmes contraintes physiques ou symboliques que les images classiques, mais elles ne correspondent pas, elles correspondent plus au même modèle de représentation, hein. Et il parle plutôt de présentation d'un monde intermédiaire qui se donne ou non pour tel, hein. Et donc les deepfakes, comme d'autres images cinématographiques, sont souvent un mixage entre le monde réel et non réel, un imaginaire, imaginaire dans beaucoup de fictions cinématographiques, mais ce n'est pas le cas ici. Donc elles ont un statut complexe, intermédiaire, entre représentation du monde réel et présentation d'une réalité artificielle, et qui demande de la part du spectateur, de ce fait, du spectateur averti, un méta-regard, hein, qui d'ailleurs, on le voit à l'œuvre sans doute lorsqu'on regarde la vidéo la première vidéo par laquelle on a ouvert notre exposé, celle mettant en scène le président Macron, qui joue d'ailleurs sur l'humour, et donc humour qui consiste à faire jouer différents niveaux, hein, évidemment, de croyances. Alors, je vois qu'il est déjà 16h30, peut-être qu'il est temps de conclure. Oui, Oui, ça va bien, Philippe, parce qu'en fait, je vous avais dit 25, je me suis trompée, c'est 35, hein. Alors, vous avez ah, ok, ok, d'accord, 4 d'accord, très bien, très bien, très bien, très bien. Bon, eh bien, on continue, mais on va bientôt conclure. Je laisse la parole à Angelina qui va poursuivre et résumer le propos. Alors, avec les deepfakes, donc, il est possible d'engager une réflexion, hein, comme on voit, à la fois philosophique et médiatique, sur les conditions de la reconnaissance par tous de la, entre guillemets, vérité d'une image vidéo et notamment numérique. Cette condition de la reconnaissance étant à la fois technique et puis philosophique, hein. Les deepfakes en tant que vidéo truquée peut donc se penser en philosophie. On regarde la triade conceptuelle qui a déjà été énoncée, hein, par Philippe, image, vérité, réalité. Parce qu'on attend d'une vidéo présentée comme non fictionnelle qu'elle nous dévoile une dimension du réel, selon les mots du philosophe Hans Blumenberg, dans le concept des réalités. Elle nous donne une trace véritable de celui-ci. Et on sait pourtant que la capacité des images à dire le vrai a été largement critiquée en dehors des deepfakes, hein, évidemment, depuis Platon, pour qui l'image n'est qu'une pâle copie de la réalité, une source d'illusion, et jusqu'à aujourd'hui. Avec l'image numérique utilisée pour créer des deepfakes, il n'est plus du tout question de reproduire la réalité, mais bien de la simuler. Et ce qui fait qu'un philosophe peut-être plus proche de nous, qui est Jean Baudrillard, et qui publie en 1980 l'ouvrage Simulacre et simulation, permet peut-être d'amorcer une première réflexion, hein, sur ce que l'on voit et sur la portée et les enjeux de ces deepfakes, hein. D'ailleurs, c'est signalé par le journaliste David Pargamin dans un article publié en mars dans Philosophie Magazine, hein, qui rappelle en quoi cette pensée est pertinente pour comprendre la perte de repères que sont la ressemblance, l'exactitude ou l'objectivité dans ces vidéos qui semblent justement si réalistes. Alors, comme ces vidéos sont des simulations, il n'existe pas de point de comparaison pour savoir si une image est authentique, sauf si le créateur la partage, l'affirme, comme c'est le cas dans la vidéo de Jordan Peele avec le président Obama, ou avec celle du président Macron. Par contre, dans celle de Tom Cruise, il est impossible de vérifier qu'il s'agit bien de Tom Cruise ou de son double numérique. Ce n'est pas la réalité, mais un détournement de la réalité qui peut même être plus convaincante que la réalité. Ce qui fait que les deepfakes chamboulent fortement la distinction habituelle entre le vrai et le faux. La réalité passe dans une dimension que Jean Baudrillard appelle hyper-réelle. Il ne s'agit plus d'imitation, ni de redoublement, ni même de parodie, mais d'une substitution au réel, des signes du réel, écrit-il dans Simulacre et simulation. Si vous voulez, il faudrait essayer de conclure. D'accord. Donc, on va peut-être terminer par quelques idées sur la réception des deepfakes, hein. Ce qu'on a remarqué, c'est que ça suscite des inquiétudes fortes, en tout cas des réactions fortes, des émotions fortes quand on les fait visionner, hein, à des personnes. Et on a l'intuition quand même que cela peut, parce qu'on peut avoir l'intuition que ça peut modifier la perception du vrai et du réel, hein, sur plusieurs plans, et notamment parce qu'il y a une perte de la référentialité. Donc, notamment,
ça bouscule un peu et ça trouble l'identité d'un sujet qui est devenu une marionnette. Et c'est pour ça que ça impressionne. Et puis, évidemment, ça questionne la crédibilité de toute vidéo. On pourrait dire peut-être même que c'est la spécificité du deepfake, que ça suscite une émotion plus forte qu'un texte ou qu'une image fixe qui serait fausse. Ces conséquences sur le plan de la responsabilité de la personne et sur le plan juridique inquiètent particulièrement. En France, il y a eu par exemple l'affaire Dieudonné, l'humoriste de Dieudonné, qui est attaqué pour outrage et, par rapport à une vidéo de lui. Et donc, il a prétendu, enfin, il prétend actuellement, puisque le jugement est en cours, il prétend être victime de deepfake. Hein. Et donc, on peut se demander si une image qui présente un certain degré de ressemblance, eh bien, ça pourrait être finalement, à chaque fois, ça pourrait être utilisé comme prétexte pour se disculper d'une vidéo dans le cadre d'un procès. Oui, on va conclure, s'il vous Voilà. plaît. Donc, merci. En guise de conclusion, on pourra peut-être prolonger la discussion sur d'autres aspects qu'on a pu identifier, donc notamment cette mobilisation qui vise à lutter contre les deepfakes. Et puis, on est passé assez rapidement, on l'a juste un peu évoqué, mais évidemment, s'interroger sur la réception des deepfakes. Et donc, on voulait justement utiliser cette vidéo mettant en scène le président Macron pour y réfléchir à titre d'exemple significatif. Voilà. C'est des points qu'on peut aborder après. En tout cas, merci de votre attention. Oui. Est-ce que vous pouvez donc quitter le partage d'écran? Oui. Voilà. Voilà, alors écoutez, un grand merci à vous deux. Vraiment, ça met tout à fait la table pour ce qui s'en vient également, je peux vous dire aussi, à travers ce que Nadia va nous raconter, où elle va parler beaucoup de la question de la réception, des solutions éventuelles, de l'influence sur une clientèle bien particulière. Alors, on va donc amorcer avec nos participants la période de questions. Alors, attendez un peu, je vais changer mon mode d'affichage pour pouvoir voir s'il y a des mains qui se lèvent. Alors, oui, alors Fabien, donc je vais passer la parole à Fabien. Vous m'entendez? Oui. Super. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai été très heureux de voir Baudrillard, puisqu'effectivement, je pense que les textes de Baudrillard nous aident à comprendre ce qui se passe pour aborder les deepfakes. Alors, ma question, c'est justement si on se place dans la posture de Baudrillard, en fait, c'est quel regard Baudrillard nous amène à porter sur les deepfakes, mais surtout, qu'est-ce que les deepfakes nous disent sur… Parce que c'est ça, en réalité, je pense, les travaux de Baudrillard sur la simulation et les simulacres. Qu'est-ce que les deepfakes nous disent sur la modernité ou la postmodernité? Il y a une phrase comme ça que j'aime beaucoup de Baudrillard où il analyse le rôle de Disneyland. Disneyland a une fonction rassure en fait les Américains sur le fait que Disneyland c'est un système de simulation. Puis là il prend l'exemple de Los Angeles. Los Angeles c'est le réel, alors qu'en fait pour simulacre Los Angeles est déjà de l'ordre du simulacre. Donc c'est une sorte de Disneyland, c'est une sorte d'intensification de ce qui se joue. Et alors en fait la question elle portait sur la notion de substitution. Parce que l'hyper-réalité, en tout cas moi c'est comme ça que je le comprends, c'est moins une question de substitution qu'une sorte de surcharge de signes qui finit par… Pour Baudrillard, il a une phrase que j'aime beaucoup, le réel en fait il disparaît pas mais il s'évanouit, c'est-à-dire le désert du réel, des lambeaux de réel qui surgissent ici et là. Le 11 septembre par exemple, c'était le surgissement du réel, etc. Enfin bref, je voulais juste savoir, ma question est comment pousser un peu plus, comment utiliseriez-vous Baudrillard pour essayer de penser le deepfake, non pas en tant qu'objet à analyser, mais le rapport du deepfake avec notre modernité ou… Je ne sais pas si ma question est claire ou comment opérationnaliser Baudrillard en fait pour les deepfakes. Alors, je vais donner quelques éléments de réponse, puisque pour l'instant, nous sommes des tas de recherches sont plutôt exploratoires. Donc, on a utilisé Baudrillard comme on a pu l'utiliser pour d'autres recherches. Mais c'est vrai que ça demanderait à être encore un peu plus développé. Disons qu'à ce stade de notre réflexion,
on a utilisé donc, le concept de simulation, simulacre chez Baudrillard, et puis surtout, celui que je n'ai pas eu le temps de développer, mais d'hyper-réalité, hein, je pense que c'est à ça que vous pensez aussi. Ici, en fait, il n'y a pas vraiment, enfin, le deepfake, ici, on le voit bien, il n'y a pas tout, pour l'instant, dans ceux qui circulent dans les médias, ils n'ont pas spécialement vocation à tromper. En tout cas, il n'y a pas eu, pour l'instant, de menaces. Enfin, il y a eu des menaces, mais pas de cas en particulier qui ont été prouvés, en tout cas. Il n'y a pas non plus véritablement d'illusion à proprement parler. Hein. Disons qu'elle est ces vidéos rentrent dans ce que Baudrillard peut appeler l'hyper-réalité, au sens où les images en fait deviennent plus réelles que le réel et circulent et produisent aussi un certain nombre de discours et d'autres images qui viennent après débunker ces images portées par le deepfake. Hein. Et c'est aussi une telle réflexion que mène le chercheur Jesse Owen Hans-Brannaman dans son ouvrage Journalism and Philosophy of Truth, hein, où il montre que l'hyper-réalité, elle est encore accentuée dans la sphère médiatique par le traitement journalistique qu'on fait de ces deepfakes et des traitements médiatiques plus général. C'est-à-dire qu'on en discute entre nous, on renforce ainsi leur inscription comme fait médiatique dans cette sphère d'hyper-réalité. Alors voilà, c'est des questions qu'on envisage de développer et qui pour l'instant à l'état. Alors, est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent intervenir? Donc, je pourrais peut-être avancer une question. En fait, oui, excuse Jean-Marc. Oui, Jean-Marc? Ah, non, mais vas-y, je parlerai après. Oui, en fait, écoutez, je vais parler après, donc il y a certains points, évidemment, que je voulais croiser. Puis, il y a toute la notion de la confiance qui, dans notre groupe de recherche, nous intéresse particulièrement, cette notion de confiance, c'est-à-dire, on le sait, la confiance qui est, comme Samuel nous l'avait exposé un petit peu, le contraire de l'inquiétude, il y a un problème de confiance. La question de la délégation de la confiance, et puis on peut se demander justement si c'est deepfake, on sait que, comme tu l'as dit, Philippe, ce n'est pas les premières, c'est une longue suite finalement, une longue série de tentatives de jouer sur les simulacres, qu'on sait que ça a commencé entre autres avec les effets visuels au cinéma, etc. Puis là, on est depuis plusieurs années, depuis Baudrillard et bien avant, dans une sphère où on met en question l'image globalement, c'est-à-dire que c'est toute notre confiance dans les images qui sont mises en cause. On sait qu'à partir de l'arrivée de la photographie, cette question est importante. Puis la photographie a été vue quand elle est arrivée comme une mesure d'authenticité. C'était vraiment ce qu'on disait, c'était le gage d'authenticité d'une personne. C'est pour ça que la photographie est devenue absolument importante au niveau du passeport. Donc, c'est ce qui signifie l'identité même d'une personne, depuis donc les premières images produites mécaniquement. Et là, on se retrouve dans une époque où ces images et la publicité très grande autour même du phénomène des deepfakes, on le voit partout. Juste hier, j'ai vu 2 émissions télévisuelles sur le phénomène. Donc, on voit que ça pénètre l'espace public très fort. Et on peut se demander justement si ce phénomène fait partie de cette méfiance généralisée qui est un des problèmes qui amène notamment les fake news. Un phénomène de méfiance généralisée du public envers toutes les images, alors que c'était l'image même qui était ce garantie d'authenticité depuis le 19e siècle, certainement. Oui, donc pour te répondre, ça m'appelle 2 réflexions. Alors, là, je livre un peu des réflexions qui me sont venues en visionnant un certain nombre de vidéos. Alors, c'est vrai que, bon, d'abord, les deepfakes qu'on a vus, généralement, faut quand même caractériser ces vidéos. Hein, la plupart mettent en scène forcément
un personnage, hein, puisqu'il s'agit effectivement d'agir sur son visage, d'agir sur sa voix. Donc, c'est quand même un type de plan particulier, un type d'image particulier qui met en scène quelqu'un, une personnalité politique ou quelqu'un de connu. Alors, ça pourrait aussi être quelqu'un de reconnu dans un cercle plus restreint. On va en parler quand il s'agit de cyberharcèlement. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans l'effroi qu'on a pu voir à un moment donné quand on a parlé beaucoup des deepfakes. Peut-être qu'il y a cette idée que, ce qu'on a dit très rapidement en disant que le sujet devient en quelque sorte une marionnette qu'on actionne. Donc, c'est vrai qu'il y a une question d'identité, de statut du sujet qui est fondatrice évidemment dans notre culture, qui sans doute là est érodée. Bon, c'est pas la première fois, mais ça prend peut-être des proportions plus impressionnantes grâce à la performance technique. Donc ça, c'est un premier point, c'est vrai. Bon, l'exemple de Pelosi notamment, qu'on a cité. Et puis deuxièmement, oui, ce que je voulais évoquer en guise de réponse et de réflexion, c'est vrai, alors il y a deepfake et deepfake, et par exemple ceux qui semblent peut-être avoir une certaine, qui pourraient susciter la méfiance, c'est ceux qui exploitent à fond, dirais-je, le fait que par les réseaux sociaux, nous existons de plus en plus par l'image que nous renvoyons évidemment aux autres. Et quand il s'agit d'images qui deviennent des deepfakes, par exemple, il y a un logiciel qui permet de déshabiller n'importe qui en quelque sorte. Et puis donc, on fait circuler ces images. Bon, ça participe donc du cyberharcèlement. Et c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter si ces pratiques se généralisent, hein, sachant que déjà le cyberharcèlement est un problème majeur. Et donc, on sent bien que là, c'est donc l'image mon image telle que je la médiatise sur les réseaux sociaux qui est totalement qui est exposée, et donc mon être aussi. Donc, il y a sans doute une réflexion à avoir sur l'image de soi, le sujet, et la façon dont le deepfake vient en quelque sorte corroder tout ça, infecter cela dans cette relation très particulière qui est celle que nous avons tissée aujourd'hui, alors qui était peut-être annoncée par Baudrillard, mais qui a pris un tour peut-être accusé du fait de la prolifération des images via les réseaux sociaux. Enfin, voilà, c'est une réflexion que je vous livre qu'il faudrait approfondir, évidemment. Je voudrais juste ajouter, du côté peut-être des publics, ce que vous disiez, René, c'est que maintenant, même du côté des publics, on sait qu'on ne peut plus, intuitivement, on ne peut plus faire confiance à l'image et à la vidéo. Maintenant, il y a comme un point de non-retour avec l'apparition des deepfakes. C'est pour ça que ça suscite une réaction souvent vive. Et on peut potentiellement soupçonner toute vidéo d'être un deepfake, à tel point qu'en décembre 2018, il y a eu le cas donc au Gabon, il y a une vidéo donc, du président gabonais Ali Bongo qui, après plusieurs mois de silence, parce qu'on pensait qu'il était malade, il a fait une allocution télévisée qui a été soupçonnée d'être un deepfake pour rassurer sur son état de santé. Et ça a suscité même un coup d'État quelques jours après, hein, puisque des personnes ont vraiment cru que c'était un deepfake et que le président Ali Bongo était relativement mal en point et incapable de réagir. Alors, ça n'a pas été prouvé que cette vidéo est vraiment ou pas un deepfake, mais la question a été posée, et ça, on voit les conséquences graves que ça peut avoir sur des démocraties un peu fragiles, comme c'est le cas également. Oui. Écoutez, j'ai toujours mon rôle de modératrice et on va prendre une dernière question, celle de Jean-Marc. On a environ 3 minutes, là, si vous voulez, pour l'intervention de tout le monde avant de passer à l'autre étape de la séance. Donc, Jean-Marc. Oui, merci. C'est vraiment très stimulant. C'est un commentaire et question en même temps. La première partie, c'est que ces régimes, enfin, les deepfakes s'inscrivent dans ce qu'on appellerait globalement les régimes du représentationnel, et donc et de la remédiation, donc comme l'ont expliqué Bolter et Grusin, avec cette dynamique là, entre ce jeu entre transparence et opacité, transparence de la médiation ou opacité de la médiation. Et je me disais que en fait, c'était intéressant de voir comme, par exemple, ce que vous avez révélé, c'est-à-dire le deepfake, comment les
par exemple, la vidéo de Pelosi est un système très technique, mais vraiment rudimentaire, quoi. Alors, c'est cette idée du low-tech, en quelque sorte, qu'on retrouve dans tous les arts, malgré les prétentions des technologies de reproduction du son et de l'image. Il y a la survivance du low-tech, du flou et disons, de la basse définition. En même temps, ce à quoi je pense, c'est ce qui interpelle dans ce que vous avez présenté, et c'est cette dimension que vous avez quand même pas tellement développée, celle du dévoilement. Il me semble que ce qui caractérise aussi le deepfake, c'est son caractère d'inédit ou de nouveauté, c'est-à-dire qu'il dévoile ou qu'il révèle ce qui était occulté. Je finis là-dessus, mais hier, il y a eu la conférence de Biden que j'ai regardée, et Biden a bafouillé, il parlait lentement, il était perdu dans ses notes, et on était en direct, hein, et évidemment, ça n'a pas été repris par les journaux, ça a été repris par contre dans ce qu'on appelle les late night shows, les shows humoristiques du soir, où on a caricaturé et exagéré ce manque-là de vigueur et de rigueur de Biden. Mais on le sait. On sait que Biden est comme ça. Alors que Pelosi, c'était un choc parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elle paraisse comme elle était dans la vidéo. Donc c'est ça, peut-être question. Qu'est-ce que vous pensez de cette question, cette dimension du dévoilement ou de l'inédit? Oui. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, Angelina, une réponse brève et on pourra y revenir si vous voulez parce que la période de débat va se poursuivre après la prochaine séance. Donc, peut-être 1 minute simplement pour conclure. Alors, votre question, alors du dévoilement, alors tel que je la comprends, mais peut-être que j'ai une compréhension erronée. Moi, ça me fait penser effectivement, si je m'en tiens à la vidéo de Pelosi, qui quand même dans la vidéo originale, alors sinon ne bredouillait pas, mais elle avait comme une élocution difficile. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le deepfake ressemble un peu à un phénomène de caricature, de parodie. Enfin, on est sur un registre qui serait presque de l'humour caricatural. Et donc, ça peut dévoiler un trait et tout simplement le grossir. Et donc, c'est peut-être le cas avec Biden. On pourrait imaginer une low-tech deepfake qui exploite évidemment les faiblesses hein, d'une personnalité politique. Donc, je crois que ce registre comique, j'aurais envie de finir là-dessus, parce qu'on s'est beaucoup inquiété des deepfakes comme étant un danger pour la démocratie. On voit, par l'exemple par lequel nous avons commencé, que ça peut être aussi utilisé dans une campagne électorale, non pas simplement pour brouiller les esprits, en quelque sorte accroître la méfiance envers la communication politique, par exemple, mais aussi pour jouer aussi avec l'intelligence des publics, des citoyens, en maniant l'humour, la caricature, la parodie, et c'est le côté peut-être un peu rafraîchissant des deepfakes utilisés dans ces registres-là. Alors évidemment, tout dépend des intentions et des registres. Oui, alors écoutez, on va passer à la seconde période. Donc, cette fois-ci, merci beaucoup Philippe et puis Angelina. Donc, on se retrouve tout bientôt pour les questions et les débats pour continuer ce que vous nous avez présenté. Alors, dans la deuxième partie, donc, j'aimerais donc vous présenter Nadia Nafi, qui est professeure à l'Université Laval et qui débute un projet qui est financé par le CRSH, n'est-ce pas, Développement Savoir, pour justement travailler sur la question des deepfakes auprès de clientèle de jeunes, voir un peu évidemment les impacts des deepfakes sur les jeunes et d'essayer de proposer peut-être, si possible, des solutions ou d'examiner le problème et pour cette clientèle spécifique des jeunes qui sont encore en formation. Donc, qui touche aussi toute la question de l'intervention, de la possibilité de détection de ces fake news et comment on peut intervenir auprès de ces clientèles. Avant de céder la parole à Nadia, donc on a décidé ensemble de partager cette rencontre, cette séance. Alors, ce que je vais faire, donc, dans un premier temps, je vais vous présenter donc une vidéo. Je vais partager l'écran. Ici. Voilà.
Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez tout le monde? Oui. Alors, écoutez, je vais un petit peu adapter la présentation pour ne pas non plus redire des choses qui ont été si bien dites par Philippe, mais je voulais peut-être situer au départ cette question des deepfakes dans le cadre de notre projet de recherche et dans le cadre d'une recherche qui a été menée depuis plusieurs années déjà par le groupe des arts trompeurs, dont Jean-Marc est directeur. Montrer justement que cette question des deepfakes nous amène dans une filiation culturelle qui est très ancienne. C'est un phénomène nouveau. Philippe nous disait, c'est le stade ultime du simulacre numérique. J'ai trouvé vraiment intéressant cette idée, mais bien avant justement les cyborgs, on a retrouvé dans les imaginaires, c'est une question qui intéresse l'imaginaire depuis très longtemps, autant au niveau des promesses que des craintes. Alors, on parle beaucoup de ces craintes dans l'espace public actuellement, mais on voit que ces craintes existent depuis très longtemps, se sont réverbérées à plusieurs reprises, évidemment, au niveau du cinéma, et que ce concept, si vous voulez, d'animation d'une figure humaine, elle est très ancienne. Hein? On pense aux statues animées dans les temples de l'Égypte ancienne, donc on remonte à plusieurs millénaires, où on animait des statues justement en relation avec les croyances pour faire croire, par exemple, à l'existence réelle d'un dieu. Donc, c'est les statues parlantes. Et ensuite, évidemment, vous avez l'image, par exemple, de Pygmalion, qui est un grand stéréotype, finalement, de l'histoire de l'art également, la notion de l'animation d'une statue qui devient vivante. La question du simulacre, elle a été évidemment prise d'abord par Platon. On parlait de Baudrillard, mais beaucoup plus loin en arrière, c'est Platon qui a déposé cette idée du simulacre en la mettant en relation avec la notion de réel. Hein. On sait que pour Platon, il y avait 3 degrés de réalité et déjà, il posait cette notion de rapport entre le réel et, pas dans ces termes, mais entre les réels et les fictions qu'on pouvait créer. Et donc, cette notion de simulacre qui nous vient de Platon. Écoutez, je vais être assez rapide parce que je veux laisser la parole à notre invité. On peut, encore une fois, connecter cette filière du deepfake aux automates qui ont été fabriqués par les ingénieurs d'Alexandrie. Donc, on se retrouve plusieurs milliers d'années dans la Grèce antique, où on essayait encore une fois d'animer des automates, de les faire parler, de les faire faire toutes sortes de choses, et qui étaient des simulacres qui, à l'époque, fascinaient les contemporains tout autant que les deepfakes nous fascinent actuellement. On peut parler de l'homme-machine. Hein, vous savez, tout le modèle de l'homme-machine qui a été développé par Descartes au XVIIe siècle, cette vision philosophique très influencée par toute la panoplie des automates qui ont été dérivés de l'horlogerie. À partir du moment où on a compris les mécanismes de l'horlogerie, on a évidemment travaillé des automates qui pouvaient faire toutes sortes de choses qui étaient considérées presque comme des merveilles à ce moment-là, qui fascinaient absolument les gens de cette époque. Évidemment, on tombe avec l'invention du cinématographe, où vous avez par exemple cette figure du film de l'automate, par exemple dans Hugo Cabret de Scorsese, qui reprend en fait l'un des fondateurs des effets spéciaux, Méliès, dans ce sujet, donc cette idée de l'automate qui peut faire, encore une fois, une série de choses qui sont réservées à l'être humain. Et puis, on arrive plus récemment, donc par exemple, le personnage de Gollum, comme vous voyez, qui évidemment est un modèle, a toujours été un modèle au niveau des effets spéciaux. Et l'acteur Andy Serkis qui est derrière ce personnage, on s'est demandé à un certain moment si on pouvait accorder un Oscar à un personnage virtuel. Et ça a été cité dans le cas d'Andy Serkis, notamment, justement par ses performances, ses captures de performances exceptionnelles qu'il a fait autour du personnage de Gollum. Alors, on revient, donc, je vais aller rapidement, la robotique et les corps de synthèse, les personnages virtuels qui interviennent au cinéma. Donc, ici, j'ai mis 2 images qui vous montrent des travaux que moi, je travaille sur cette question depuis plusieurs années, et donc, à travers la notion des avatars, des personnages qu'on retrouve dans les jeux vidéo, au cinéma, et on arrive justement au deepfake, qui est le stade ultime du simulacre numérique, pour reprendre des mots de Philippe. Alors, je vais aller rapidement. Je voulais surtout vous présenter des images, donc j'en ai plusieurs. Je vais faire défiler, et puis là, écoutez, je ne peux pas me modérer, donc vous m'arrêterez, s'il vous plaît.
alors, je pense que vous avez bien compris le processus. Donc, ce qu'on a appelé le GAN, c'est le Generative Adversarial Network, hein, qui est à la base, qui est un cadre finalement du machine learning et qui repose sur ce qu'on appelle un modèle génératif. Donc, il va y avoir un ensemble d'apprentissage qui va être donné à la machine dans un réseau de neurones et donc l'algorithme va travailler progressivement à reconnaître les caractéristiques. Donc, je vais aller très, très rapidement pour cette explication pour donner une idée de ce qu'il y a derrière ça. Donc, on le voit. Et donc, c'est un site qui s'appelle thispersondoesn'texist.com. Donc, vous pouvez aller voir les représentations du visage à travers ça. Excusez-moi, là, bon, voilà, je vais passer à l'autre image. Je vais peut-être aller rapidement dans cette présentation parce qu'elle nous a déjà été montrée. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Not everyone bought it, but the technology behind such frauds is rapidly improving, even as worries increase about their potential for harm. This is your Bloomberg Quick Take on deepfakes. Deepfakes, or realistic-looking fake videos and audio, gained popularity as a means of adding famous actresses into porn scenes. Despite bans on major websites, they remain easy to make and find. They're named for the deep learning artificial intelligence algorithms that make them possible. Input real audio or video of a specific person, the more the better, then the software tries to recognize patterns in speech and movement. Introduce a new element like someone else's face or voice, and a deepfake is... Bon, alors, We're entering an era in which... Je vais enchaîner avec l'autre vidéo. Dear fellow scholars, this is 2-minute papers with Dr. Caro Joana Ifair. It is important for you to know that everybody can make deepfakes now. You can turn your head around, mouth movements are looking great, and eye movements are also translated into the target footage. And of course, as we always say, 2 more papers down the line, and it will be even better and cheaper than this. As you see, some papers are so well done and are so clear that they just speak for themselves. This is one of them. To use this technique, all you need to do is record a video of yourself, add just 1 image of the target subject, run this learning-based algorithm, and there you go. If you stay until the end of this video, you will see even more people introducing themselves as me. As noted, many important gestures are being translated, such as head, mouth, and eye movement, but what's even better is that even full body movement works. Absolutely incredible. Now, there are plenty of techniques out there that can create deepfakes, many of which we have talked about in this series. So, what sets this one apart? Alors, je vais malheureusement arrêter, mais tous ces vidéos donc, vont être disponibles, si vous voulez, dans le chat qu'on va remettre. Ici, on a parlé de toute la question de l'intentionnalité. Je pense que la parodie de Macron nous montrait très, très bien cette question justement de l'introduction de la parodie. Ici, on va voir justement qu'un deepfake peut être utilisé dans un tout autre registre, celui-ci artistique. Greetings. I am Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, and I am back. Even though Dali's been gone for 30 years, we're using artificial intelligence to bring him back today. In order to actually train this AI to reproduce Dali's likeness, we've started with finding the right footage of Dali, and then we split that up into frames where he's looking the right way, and we pick the best frames to use for training from that. Our system learns exactly what he looks like and how his mouth moves and how his eyes move and his eyebrows and every little detail about what makes Dali Dali. This is actually a recreated version of Dali. It's not a person playing Dali with makeup. It is actually Dali. We're very careful to use his words so that you learn a lot about what he thought and the way he thought.
Alors, ici, justement, ce que je voulais souligner, c'est cette question que de plus en plus, on va utiliser les deepfakes pour faire renaître des personnes mortes et on sait toutes les questions juridiques que ça peut soulever. Est-ce notamment le droit à l'image, est-ce que on ne peut pas demander une permission à quelqu'un qui est décédé? Et donc, cette idée de réutiliser une figure connue, par exemple, que l'on peut mettre en scène comme ça amène cette dimension de l'intentionnalité. On comprend très bien que dans un cadre comme ça, le spectateur accepte totalement ce qu'il voit. C'est un contexte où le musée définit la manière de regarder, alors que dans des faits que dans l'espace politique, par exemple, on sait que c'est le brouillage de cette frontière de l'intentionnalité qui fait problème, finalement. Ici, une autre qui montre, donc, dans ce qu'on a vu dans les vidéos jusqu'à présent, on sait qu'au tout départ, dans une certaine phase, il fallait, pour créer un deepfake, donner à manger à la machine, si vous voulez, une quantité assez importante de vidéos. Donc, c'était pour des personnages connus où on avait beaucoup de vidéos qui permettaient à la machine, aux algorithmes d'étudier, d'analyser et puis ensuite de donner une représentation. Maintenant, on est passé plus récemment justement à cette idée de prendre une simple photo pour pouvoir générer le deepfake. Alors ici, on le voit. Everything from Mona Lisa to Michelangelo's statue of David are fair game when it comes to the new craze sweeping social media right now. It's a tool called Deep Nostalgia, put out by the online genealogy platform MyHeritage. It uses artificial intelligence to analyze an existing photo, digitize it, and then apply techniques, apply algorithms to the photo to make it do things that it couldn't originally do. Pitched as a way to bring life to old photos, the tool has gone viral with people sharing their animations and saying things like, I spent most of evening balled up in tears, and animating one of my late dad's photos was pretty powerful, especially after I lost the only videotape of him in a move. Another way to, bridge the distance, bridge time, and bring people together. Many are also having fun with this tool using pictures of old statues and paintings of historical figures. Levy says it's great if the tool is being used responsibly, but image manipulation like this can easily cause harm. Artificial intelligence has in the past been used to create deepfake videos. It makes it relatively easy to spread misinformation. Also known as deepfake, when pictures and videos are manipulated and the results can be so realistic, it's easy for someone to be deceived. Take what happened with Hollywood's Tom Cruise. You guys cool if I play some sports? 3 deepfake videos popped up on TikTok last week and went viral. While the account makes it clear it's not the real Tom Cruise, this near-perfect Tom has the potential to confuse some people. Alors, ici, je vais arrêter ici. En fait, j'ai pensé de le faire jouer, même si Philippe, tu avais présenté l'exemple pour montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc, je vais terminer, si j'ai un petit peu de temps, par une vidéo qui nous montre un petit peu les utilisations, les usages artistiques. Alors, c'est un point que je voulais amener dans cette notion, parce que ça amène aussi beaucoup d'enjeux éthiques pour la création. Donc, on se concentre beaucoup, évidemment, sur les craintes, mais il y a aussi toutes ces promesses qui sont contenues. Maintenant, il y a beaucoup d'enjeux, donc on peut se demander si une machine peut devenir un créateur artistique reconnu. Certains vont dire, par exemple, que le créateur, la machine, en fait, ne fait qu'imiter. On va donner le style de Shakespeare pour le texte, un Rembrandt pour la peinture, et donc ils ont des exemples, et tout ce qu'ils font, c'est imiter. Mais en même temps, la question qui se pose, c'est que tout créateur humain fait la même chose, à quelque part, dans un sens, et bien sûr, il peut innover, mais il va aussi, pour innover, se baser sur une connaissance artistique et culturelle très profonde qu'il va mettre de l'avant-plan. Donc, pour toute formation artistique, on commence à dire aux étudiants, imiter les maîtres. Alors, on voit que les frontières sont beaucoup plus étroites que l'on pense. Ça va poser toutes sortes de questions, évidemment, et puis c'est toute la question d'intériorité. Est-ce qu'on considère que quelqu'un qui produit une œuvre d'art, c'est un être humain qui a une intériorité alors qu'une machine n'en a pas? Je termine donc rapidement. Dear fellow scholars, this is 2-minute papers with Dr. Károly Zsolnai Fehér. In 20... Excusez-moi, oui, c'est bien ça. Je vais aller chercher l'extrait là pour qui nous intéresse. 2017, ici. Bon. Sketch as a guide image, and out comes a nearly photorealistic human face that matches it. Interestingly, before we draw the hair itself, it gives us something as a starting point, but if we choose to, we can also change the hair shape
and the outputs will follow our drawing really well. But it goes much further than this, as it boasts a few additional appealing features. For instance, it not only refines the output as we change our drawing, but since one crude input can be mapped to many possible people, these output images can also be further art directed with these sliders. According to the included user study, journeyman users mainly appreciated the variety they can achieve with this algorithm. If you look here, you can get a taste of that, while professionals were more excited about the controllability aspect of this method. That was showcased with the footage with the sliders. Another really cool thing that it can do is called face copy-paste, where we don't even need to draw anything and just take a few aspects of human faces that we would like to combine, and there you go. Absolutely amazing. This work is not without failure cases, however. You have probably noticed, but the AI is not explicitly instructed to match the eye colors, where some asymmetry may arise in the output. I am sure this will be improved just one more paper down the line, and I am really curious where digital artists will take these techniques in the near future. Yep. Alors voilà, je vais arrêter ici pour passer la parole à Nadia. Donc, je voulais simplement surtout présenter certains cas et voir, pour ramener aussi le sujet à l'intérieur de notre intérêt pour les art-trompeurs et montrer comment ces techniques deviennent sous la plume d'un artiste, par exemple. Et voilà. Donc, je passe maintenant la parole à Nadia Nafi, donc professeure à l'Université Laval, qui donc, comme je vous disais plus tôt, commence un projet concernant la question de la désinformation en ligne auprès des jeunes. Alors, donc, je te laisse la parole, Nadia. Merci, merci René, merci tout le monde. Surtout, merci pour l'invitation. Et puis, est-ce que vous m'entendez? C'est correct? Oui. Et puis, j'ai vraiment beaucoup apprécié la présentation de Philippe et Angelina qui ont vraiment présenté, puis ils ont mis la table sur qu'est-ce qu'un deepfake et puis tous les enjeux autour des deepfakes. Donc, je vais partager mon écran et puis je vais lancer mes diapos et puis René, tu vas me faire signe quand si j'arrive à mon temps là. Oui. OK, je vais lancer ma présentation. Donc, comme René a partagé avec vous, moi, je viens aujourd'hui pour présenter un projet que je viens de débuter avec 5 autres chercheurs. Donc, on vient de l'Université Laval, du programme en technologie éducative, mais aussi on a un chercheur qui est de l'école de design à l'Université Laval, et puis aussi on a une collègue, une chercheuse qui vient de l'Université Concordia, et puis notre projet a été subventionné par le CRSH et puis aussi Patrimoine Canada, donc c'est une collaboration entre les deux. Et puis, ce que nous, on est en train de regarder, c'est vraiment le potentiel des jeunes pour contrebalancer la désinformation sous forme de deepfake. Comme a été mentionné, là, je vais passer rapidement parce qu'il y a plusieurs informations, plusieurs sujets qui ont été déjà abordés par les présentations avant, mais juste un petit rappel. Donc, les deepfakes sont en train de devenir de plus en plus impossibles à distinguer. Puis, on a vu les différents exemples qui ont été partagés aujourd'hui. Le danger se matérialise et puis on voit des cas de cyberharcèlement, des questions de comment il est en train de détruire des réputations comme le revenge porn. Il y a question de faire du chantage, diffuser des discours de haine, inciter à la violence, perturber des processus démocratiques, diffuser des informations à des publics ciblés, commettre des cybercrimes et des fraudes, toute la question du déni de science, mais aussi ce qu'on appelle, et puis je n'ai pas trouvé la traduction exacte en français, le liar's dividend, et puis qui a été, je crois, mentionné aussi dans la discussion avant, c'est quand là maintenant on va juste blâmer les deepfakes sur, parfois c'est vraiment la personne a fait ce qu'elle a fait, mais là, elle va tout simplement dire ben, c'est un deepfake, alors c'est pas vrai. Et puis là, on est en train de perdre confiance dans ce qui est présenté. Philippe et Angelina ont présenté cette information-là concernant l'éventail des technologies utilisées pour créer des deepfakes. Je la garde, mais je la passe rapidement. Juste pour dire que, comme vous voyez sur l'éventail, là, sur
sur le range qu'on a, c'est de plus en plus facile à tout le monde de créer du deepfake. Donc, quand on part vers les deepfakes, là, on a plein d'applications qui sont en train de se développer et puis de devenir encore de plus en plus sophistiquées puis faciles à utiliser par tout le monde pour créer ces deepfakes-là. Donc, on parle des différents problèmes, des différents enjeux. Moi, je focus avec mon équipe de recherche sur les solutions. Et puis, quand on regarde les solutions, on trouve qu'il y a beaucoup, on pousse beaucoup pour que, comme une des solutions, soit à travers l'intelligence artificielle, donc contrer les deepfakes avec la technologie même qui est en train de la créer, donc repérer des indices indiquant la présence de manipulation audiovisuelle, par exemple. Mais le plus ça avance, le plus on essaye de réagir avec la technologie. Il y a la plus aussi la technologie des deepfakes qui est en train de s'avancer. Donc, on est comme dans une course. Et puis, comme dit, c'est une citation de Jean-Luc Dugelet, de professeur en sécurité numérique de l'école d'ingénieurs Eurocom, qui dit, comme dans beaucoup de domaines, il est plus facile d'être attaquant que défenseur. Il sera difficile d'avoir un détecteur universel de deepfake. Donc, donner comme juste mettre la responsabilité ou bien juste dire on va essayer d'utiliser la technologie pour identifier les deepfakes, ce n'est qu'une solution, mais elle n'est pas suffisante. Il y a la question aussi juridique, donc des solutions juridiques. Comment on peut combattre l'hypertrucage en légiférant? On a vu que aussi on n'a pas encore des solutions concrètes. En 2019, la Californie était le premier pays ou le premier État américain qui a criminalisé l'utilisation de l'hypertrucage, mais c'était vraiment dans une période de campagne électorale. La Chine a interdit la publication de fausses informations de deepfake en ligne sans diffuser correctement que le message en question a été créé par intelligence artificielle ou réalité virtuelle. En France, et puis là, vous pouvez me corriger, là, on parle de la loi du 22 décembre 2018, mais qui s'est appliquée durant la période électorale. Et puis au Canada, on n'a pas encore une loi qui mentionne explicitement le deepfake, mais plusieurs lois qui s'appliquent, par exemple au copyright, la diffamation, violation violation of privacy, l'appropriation de personnalité, de tout ce qui est criminal code, etc. Mais on n'a pas encore des lois concernant les hypertrucages. Et puis, on passe à tout le monde éducatif. Et puis, quand on regarde les différentes interventions du côté de l'éducation et puis les contextes éducatifs, on voit qu'on essaie de combattre l'hypertrucage en aidant la société, par exemple, à acquérir des connaissances nécessaires en littératie médiatique, à les responsabiliser dans les rapports à l'information. Donc, on essaie de trouver des moyens pour aider les personnes à développer un œil aiguisé pour détecter la désinformation sous forme d'hypertrucage. Là, j'ai deux exemples à partager avec vous. Le premier, c'est le décrypteur de Radio-Canada. Je vais juste aller rapidement sur le site. Donc, Radio-Canada a préparé comme un chatbot et qui concerne la désinformation. Et puis, il y a un chapitre, il y a une section qui est sur l'initiation à l'hypertrucage. Et puis, c'est vraiment passé à travers toute l'explication. Là, je vais passer rapidement sur quelques exemples. Donc, je vais recommencer l'atelier. Et puis, c'est interagir, ça ne dit rien. Et puis, à partir des réponses, ça va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire un deepfake, que veut dire un deepfake, d'où ça vient. Et puis, aussi, ça donne des exemples de deepfake. Et puis, il passe à travers plusieurs exercices pour aider la personne à identifier quels sont les éléments qui vont faciliter l'identification des deepfakes. Donc ça, c'est un exemple qui est intéressant, que je pourrais aussi partager avec vous dans le chat tantôt, sur la sensibilisation concernant l'hypertrucage et puis les différents éléments qui peuvent nous aider à identifier ces hypertrucages-là.
Mon deuxième exemple, c'est un travail qui a été fait par Reuters et puis eux autres, c'est plutôt une présentation concernant aussi le deepfake, donc des explications et puis aussi des exemples. Là, donc, ça passe à travers aussi, comme on passe à travers différents éléments de deepfake et puis comment ça se crée, etc. Donc, encore une fois, et puis des exemples, et puis on va, comme c'est des questions, un petit test pour voir si on arrive à détecter et puis à identifier quel est le deepfake, etc. Donc, c'est à travers des exemples concrets que ils informent le public concernant les deepfakes. Aussi, je vais partager avec vous le lien dans le chat. Notre étude vise à aller plus loin que la sensibilisation. Donc, il y a tout le travail qui est en train de se faire sur la sensibilisation et puis vraiment aller comprendre comment les deepfakes sont créés et puis qu'ils existent et puis qu'il faut faire absolument attention à ceci. Nous, on se penche sur l'agentivité des jeunes qui sont entre 18 et 24 ans comme stratégie pour contrebalancer les hypertrucages. Donc, ce n'est pas juste la question de repérer, d'identifier, donc de préparer ces jeunes et de les équiper à pouvoir identifier puis se protéger des deepfakes, mais à agir dans la présence, dans un contexte où il y a un deepfake, du fait que, comme on a vu durant toute cette présentation aujourd'hui, qu'il y a vraiment plusieurs dangers, différents contextes, et puis ça peut vraiment causer comme il y a des enjeux très, très, très sérieux. Et puis si on reçoit ces deepfakes en étant comme comment dirais-je, des bystanders, donc des témoins passifs. Oui, on reconnaît les deepfakes, mais on n'agit pas, surtout quand on le reçoit et puis il y a des personnes autour de nous qui le reçoivent et puis qui continuent à le partager ou bien qui le considèrent et puis le prennent en considération quand ils vont prendre des décisions, etc. Là, le rôle des jeunes, c'est vraiment aller au-delà de juste identifier des deepfakes, mais aller aussi à l'avant pour informer les autres et puis avoir ce rôle-là pour sensibiliser les autres et puis continuer à protéger contre ceci. Donc, les objectifs de notre recherche vont tout d'abord par examiner comment ces jeunes-là interprètent le phénomène de l'hypertrucage. Après, on va essayer de décrire comment ces jeunes reconnaissent la désinformation. Donc, avant qu'on passe à travers un atelier que je vais vous en parler tantôt, comment ils reconnaissent la désinformation et déterminent son contenu, comment il est créé, quel public ils ciblent, la réaction qu'ils essaient d'obtenir et qui est responsable. Après, expliquer comment ces jeunes perçoivent leur rôle et leur responsabilité dans la lutte contre la désinformation. Donc, encore une fois, est-ce qu'ils sont des témoins passifs ou bien est-ce que, comme membres de la société, même si on ne parle pas de la société, juste dans leur entourage, de leur communauté, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer pour contrer la désinformation? Et puis, on va discuter des stratégies numériques potentielles que les jeunes pourraient utiliser pour contrebalancer la désinformation. Mais ce n'est pas parce qu'ils savent ou bien ils déterminent les stratégies qu'ils sont capables de le faire pour plusieurs raisons. Donc, il faut absolument identifier les catalyseurs et les inhibiteurs des jeunes pour contrebalancer la désinformation. Et puis, à partir des résultats, on va pouvoir élaborer des recommandations pour les éducateurs, les concepteurs de programmes éducatifs, etc., pour des programmes qui vont, encore une fois, au-delà de juste la sensibilisation qui est déjà là hyper importante, mais on veut aussi travailler sur l'agentivité de ces jeunes-là et puis les rendre plus responsables de leur rôle dans notre société. Le travail et puis la méthodologie, les étapes du projet se basent sur un modèle qui a émergé de ma recherche doctorale
sur aussi le sujet de la désinformation, mais dans le contexte de la crise des réfugiés. Donc, pour ma recherche doctorale, j'ai travaillé avec des jeunes aussi entre 18 et 24 ans de différents pays d'accueil pour aller voir comment ils construisaient leur rôle dans l'intégration des réfugiés, puis comment ils peuvent contrebalancer toute la désinformation autour de l'arrivée des réfugiés dans des sociétés d'accueil. Et à partir du travail que j'ai fait avec ces jeunes-là de 11 pays, de pays d'accueil, l'action s'est passée à travers, tout d'abord, s'interroger sur leur propre position dans le contexte de la désinformation. Et puis, à partir de ces interrogations-là, cette réflexion sur leur propre position, là, ils vont commencer à analyser quand ils sont en ligne, comment ils réagissent, mais non seulement eux, aussi les personnes dans leur network, comment ils réagissent face à la désinformation-là. Et puis, à partir de cette réflexion-là, on peut arriver et puis comprendre. Donc, c'est toujours le pourquoi du comportement. Pourquoi on construit les choses de cette façon? Pourquoi on réagit ou on ne réagit pas? Et à partir de cette réflexion-là, on passe aux stratégies. Quelle sorte de stratégie on pourrait aborder ou bien explorer en ligne qui pourrait faire de sorte qu'on va contrer cet hypertrucage et puis surtout que dans un contexte comme le contexte des réfugiés, de la crise des réfugiés, à un moment donné, on a discuté que peut-être on ne va pas pouvoir avoir une influence sur les personnes qui ont déjà une position politique, etc. Mais il y a une grosse partie de notre société qui est perdue, qui n'est pas certaine où est-ce que, par exemple, si on parle de l'hypertrucage concernant toute la question de la vaccination, puis toute la question de la vaccination contre la COVID. Donc, il y a encore des personnes qui sont perdues, qui sont entre on se vaccine pas. Donc, si on n'agit pas à tout ce qui est des informations contre le vaccin, et puis ces gens-là vont être plutôt manipulés ou bien ils vont être influencés par le partage qui est hyper fort en ligne concernant tout ce qui est contre la vaccination, etc. Donc, notre rôle est vraiment d'aller voir comment on va trouver des stratégies pour contrebalancer ce discours-là, surtout pour les jeunes, pour les personnes qui sont pas certains ou dans quel camp elles vont se placer. Une fois qu'on a ces stratégies développées, là, comment on se prépare pour aller en ligne? Parce qu'encore une fois, être en ligne, c'est pas facile. Et puis, comment interagir, surtout quand il y a toute la question de cyberharcèlement et puis toute la question de confrontation. Donc, on ne veut pas aller avoir des confrontations en ligne, mais vraiment aller avoir cette conversation-là qui va informer les autres. Et puis, à tous les stades, il y a la question d'évaluation de nos résultats. Rapidement, les résultats de... Oui, c'est fini. Oui, dis-moi. Il s'agit de conclure simplement. Ah, OK, d'accord. Donc là, je vais pas parler de ça. Donc, le projet, puis la méthodologie, puis c'est issu de la théorie des construits personnels que je pourrais discuter avec vous après. Là, juste pour conclure, ce qu'on prévoit faire, c'est commencer par avoir des rencontres avec les jeunes. Et puis, on va utiliser la technique d'autocaractérisation de George Kelly, le protocole de réflexion à voix haute, là où ils vont réfléchir à voix haute quand ils vont... avec des exemples d'hypertrucage, et puis aussi la grille d'éléments de perception que aussi je pourrais partager avec vous. Donc, ça, c'est une première période où on va aller puis faire une réflexion sur leur positionnement et puis aussi sur le comportement des autres. Après cette partie-là, on va avoir un atelier de création de deepfake avec ces jeunes. Donc, on va avoir plusieurs ateliers avec des groupes de jeunes où ils vont passer à travers, puis voir combien c'est facile de créer des deepfakes, puis vraiment comprendre toute l'intention derrière les deepfakes. Et puis après, on va finir par un focus group qui va nous aider à établir les stratégies pour contrer la désinformation sous forme de deepfake pour arriver à la fin à des entrevues individuelles où on va
évaluer les compétences, les volontés, la disponibilité pour contrer la désinformation sous forme de deepfake. Encore une fois, une réflexion personnelle sur la capacité de la personne d'aller à l'avant pour contrer la désinformation. Là, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, je vais arrêter mon partage. Alors, un grand merci, Nadia, pour cette présentation, encore une fois, qui, je pense, fait bien le pendant avec ce que Philippe et Angelina nous ont présenté. Premièrement, donc, on voit toute la question aussi de la recherche-action, donc la capacité d'aller chercher vraiment d'essayer sur le terrain, non seulement de sensibiliser, mais aussi de trouver des solutions. Et puis, je pourrais te dire que parmi les intervenants du séminaire précédent, il y a eu une présentation faite par Aurélie Desfriches-Doria, donc qui est à Paris 8 avec Samuel. Et je pense qu'il serait très intéressant que vous rentriez en contact parce qu'elle a cette même méthodologie de recherche-action sur le terrain pour comprendre dans son cas les fake news, alors que dans ton cas, c'est les deepfakes. Alors, j'aimerais donc renvoyer aux participants. Donc, on a encore une demi-heure devant nous, une quinzaine de minutes, si vous voulez, pour les questions à poser à Nadia ou à moi-même. Puis, mais n'hésitez pas non plus, les questions sont pour Philippe et Angelina. Et l'idée, c'est peut-être de faire se dialoguer toute cette riche présentation qu'on a eue aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir dans notre groupe? C'est surprenant parce que... Oui, Samuel. On n'entend pas. On ne t'entend pas, Samuel. Hop, voilà, mon micro était débranché. Donc oui, donc ce serait une question pour Nadia, que je remercie beaucoup pour nous avoir fait cette présentation. Et elle concerne donc le travail qu'on fait avec Aurélie. On travaille beaucoup, et puis aussi avec un autre Jean-Marc, qui s'appelle Jean-Marc Meunier, sur la formation à l'esprit critique. Et donc, je voulais savoir si c'était des pistes qu'elle avait explorées, et si c'était le cas, est-ce qu'elle avait déjà mené des terrains auprès de scolaires et de quel niveau? Parce qu'on s'interroge justement sur quelle est la tranche d'âge qui serait la plus adéquate pour mener à bien des expérimentations sur la formation à l'esprit critique. Oui, merci pour la question. Moi, je ne travaille pas avec les écoles, donc c'est vraiment à partir de 18 ans. Donc, toutes mes recherches, c'est vraiment entre 18 et 24 ans. Et puis, à travers le processus que j'avais décrit durant mon travail doctoral, et puis là aussi avec le projet qu'on est en train qu'on a débuté, la question de toute la question de l'esprit critique, et puis vraiment... aller explorer le pourquoi, et puis aller comprendre les raisons, et puis vraiment aller construire comment dirais-je, les raisons et puis l'intention derrière les deepfakes, et puis ou bien la désinformation en général, et puis toute la question du public cible. Et puis, donc, tout ça, c'est exploré. Nous, au Canada, on parle, si je parle des écoles, je sais qu'on travaille beaucoup sur la citoyenneté numérique, et puis l'esprit critique, ça fait partie de la citoyenneté numérique. Comme regarder l'information en général, et puis s'assurer de sa validité, de sa source, etc. Donc, ça fait partie des programmes qu'on a dans les écoles, mais moi, je ne travaille pas nécessairement dans les écoles, donc c'est vraiment dans la partie, avec des groupes qui sont de 18 et plus. Oui, alors d'autres questions? Peut-être Jean-Marc, concernant l'authenticité, je le mentionne parce que cette notion d'authenticité a été pour Jean-Marc et moi, lorsqu'on a fait la rédaction de notre projet, une question qui était centrale. Toute la question d'authenticité, évidemment, qu'on peut voir de plusieurs façons dans le domaine artistique, lorsqu'on parle des sources. Une source authentique. Un document ancien, par exemple, qui peut être aussi un faux. Donc, le support et la source matérielle est souvent déconnecté, si vous voulez, de la véridité d'une information. Ce n'est pas parce que le document lui-même est authentique
que l'information est vraie. Et donc, tous ces brouillages existent autour de la notion d'authenticité. Je pourrais peut-être relancer Philippe là-dessus, encore une fois, en vous disant que ce serait bien de faire dialoguer nos différents intervenants. Donc, pourriez-vous nous en dire plus sur la question de l'authenticité? Philippe ou Angelina? Alors oui, oui, merci René, René de nous rendre la parole. Sur l'authenticité, je crois qu'on est très curieux de la façon dont les choses s'emboîtent, en quelque sorte, comme tu l'as montré. Effectivement, bon, là, par l'exemple que tu as donné, à savoir, on peut avoir un document qui est authentique, qui lui-même est inclus dans un autre document qui a une intention, qui est guidé par d'autres intentions. Et peut-être que ça me fait penser à une question que j'aurais envie de poser à Nadia par rapport à ça aussi, c'est que dans la visée de sa recherche qui consiste qui a une visée donc éducative, hein, à encourager le développement d'esprit critique, etc. Quelle part y a-t-il dans la capacité des publics à justement à avoir un regard aiguisé, j'ai vu l'adjectif utilisé plusieurs fois depuis le début du séminaire, un regard aiguisé qui tende à percevoir ces niveaux-là et leur imbrication dans parce que finalement, on a affaire à des productions culturelles qui ne sont pas du tout homogènes. Et c'est ça qui pose problème, hein, c'est cette capacité de brouillage, cette capacité d'hybridation qui crée la confusion. Et donc, comment faire finalement pour permettre au public justement d'être habile par rapport à cette complexité interne, je dirais, sans compter évidemment les situations de communication dans lesquelles sont diffusés ces objets, donc qui ajoutent encore un autre niveau de complexité. Voilà, donc c'est une question, c'est une réponse-question, René. Oui, René, est-ce que je peux réagir? OK. C'est une excellente question. Moi, comme mon groupe de recherche, là, on est en train de, comme j'ai dit, on est en train d'aller au-delà de la sensibilisation ou bien d'identification des différentes façons et puis vraiment toute la question de l'éducation médiatique, etc. Parce que on a des groupes de chercheurs qui sont vraiment, qui se penchent dessus. Donc, c'est un enjeu majeur et puis on en parle beaucoup et puis vraiment comment sensibiliser, puis vraiment comment éduquer, comment équiper notre société pour qu'elle puisse, pour que les membres puissent identifier ces différents partages-là et puis non seulement identifier, mais comprendre le pourquoi derrière ces messages-là. Et puis, surtout quand il y a des intentions qui sont malveillantes, pourquoi ça existe, et puis vraiment se protéger contre ceci. Ce qu'on essaie de faire, quand on parle et puis c'est pour cela que je travaille beaucoup avec les 18-24 ans qui sont le plus sur les différents médias sociaux. Et puis, c'est un programme qui va être en complémentarité. Donc, c'est vraiment différentes stratégies qu'on va aborder pour pouvoir contrer la désinformation. Donc, que ça soit, comme j'avais mentionné avant, il y a toute la question de la technologie qui va essayer de combattre la technologie, qu'on parle juridique, qu'on parle éducation, qu'on parle même toutes les différentes interventions qui peuvent se faire sur différents niveaux par le gouvernement ou autres, et puis même au milieu communautaire, etc. Donc, c'est vraiment aller voir quelles sont les différentes stratégies qu'on va utiliser qui vont être ensemble, avec ce package-là, on va pouvoir attaquer toute la question de deepfake qui sont pour des raisons malveillantes et puis peuvent causer tous ces différents, qui ont tous ces enjeux-là. Donc, c'est vraiment travailler avec ces différents facteurs et ces différentes stratégies pour pouvoir pour pouvoir arriver à je ne sais pas moi, si on va vraiment trouver, se protéger tout le monde, mais au moins avancer avec le sujet là. Donc, ouais. Jean-Marc, est-ce que tu avais une question? Après, je prendrai la question d'Angelina. Donc, Jean-Marc, est-ce que tu voulais intervenir?
C'est un commentaire, mais peut-être ça a rapport avec l'authenticité, mais je peux le faire après, Angelina, oui. Oui, oui, si tu veux. Vas-y, Angelina. Je pense que moi, je ne vais pas poser une question sur l'authenticité, donc je peux parler juste après, Jean-Marc, si vous voulez. Je voulais simplement demander à Nadia, peut-être que je la pose du coup, est-ce que vous pensez, Nadia, que l'esprit critique, que l'éducation et les médias est suffisant? Est-ce que toutes ces actions que vous êtes en train d'essayer de mettre en place et de réfléchir, est-ce qu'elles sont suffisantes pour vraiment contrer ces phénomènes, sachant que de leur côté, des plateformes investissent massivement pour améliorer les outils de détection, hein, vous en avez parlé. Par exemple, il y a eu le challenge Microsoft Facebook là, qui avait été financé à hauteur de 10 millions de dollars pendant 3,5 mois et qui a impliqué 2000 participants pour essayer de trouver des moyens techniques uniquement, hein, informatiques, pour détecter les deepfakes. On voit à chaque fois que les technologies pour fabriquer les deepfakes ont une longueur d'avance sur les technologies pour les détecter. Et du coup, je me demande, est-ce que vous proposez, est-ce que c'est suffisant ou... Absolument pas. L'éducation, ça fait partie des différentes, ça fait partie des différentes interventions. C'est juste qu'on ne peut pas juste dépendre sur la technologie, juste dépendre sur le gouvernement, juste dépendre. Je crois qu'on est tous dans le système, on est tous involved, comme on est tous concernés. Pour faire de sorte de contrer. Donc, on ne peut pas rester juste des témoins passifs à attendre que quelqu'un nous lance des solutions et puis qui nous protège. On doit être activement en train de nous protéger et puis ça ne suffit pas aussi d'équiper les personnes pour identifier qu'est-ce qui est réel ou qu'est-ce qui n'est pas réel, mais aussi on a un rôle à jouer pour protéger les personnes qui sont autour de nous, qui pourraient être, pour une raison ou une autre, pris par ces deepfakes. Moi, juste pour un petit exemple très rapide, mon père m'envoie plein par WhatsApp, parce que vous avez parlé de ceci, plein de vidéos. Et puis nous, au Liban, la question politique est vraiment très... là, c'est brûlant. Là. Et puis, il m'envoie des vidéos qui ne sont pas réelles, puis il nous dit, regarde, qu'est-ce qui arrive? Et puis, je dois moi-même l'informer, puis lui expliquer qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, pourquoi le message derrière. Donc, si chacun d'entre nous puisse être équipé pour jouer ce rôle-là, et puis ne pas juste, ah non, ça c'est pas whatever, comme juste passer à travers la vidéo, et puis là, notre entourage va en souffrir, surtout s'il n'est pas éduqué du phénomène de deepfake. Donc, c'est vraiment un rôle à jouer, que chaque personne pourrait jouer. Et puis, à travers l'éducation, là, on va pouvoir équiper les personnes le plus possible pour qu'elles puissent jouer son rôle. Mais absolument pas, c'est pas une solution qui va régler le problème. Bien sûr. Jean-Marc? Oui, merci. Nadia, ça va dans le sens aussi, bien probablement que René vous en a parlé, mais un des volets de notre propre projet avec Samuel et René, c'est justement la question de la littératie, c'est-à-dire comment donc développer une capacité de détecter ce qu'on pourrait appeler, et je prends des grands blancs, où je mets des guillemets, l'authenticité. Donc, on va dans le même sens que vous et on est sensible à cette question, donc c'est vraiment effectivement important. Pour revenir à la question de l'authenticité que Angelina, vous et Philippe avez quand même abordé un peu plus tôt, elle est aussi au cœur de nos préoccupations, mais on n'a pas encore trouvé la solution. On a trouvé une source d'inspiration cependant qui est vraiment intéressante, qui vient des spécialistes du patrimoine, qui, eux, sont vraiment confrontés à la question de savoir ce qu'ils appellent le vrai, en fait, quel est le vrai patrimoine et quel est le faux patrimoine. Et en réfléchissant à ça, ils se sont rendus compte que, évidemment, de fois en fois, d'époque en époque, de politique en politique, le vrai changeait. Donc, alors nous, on sait que le vrai est construit, est une construction, mais eux sont pris avec cette notion que, en fait, il y a des régimes, donc une espèce de succession de ce concept de vérité, de ce qui passe pour vrai.
Et Lucie Morisset a, sur le modèle des régimes d'historicité, développé ce concept de régime d'authenticité sur lequel on a travaillé et qui est séduisant, mais je ne pense pas qu'on le maîtrise tout à fait, ou en tout cas, il est peut-être pas déjà, même pareil, il est pas, c'est plus des ébauches, quoi. Mais c'est cette idée quand même fondamentale que est authentique ce qu'une autorité déclare vrai, et cette capacité de déclarer vrai quelque chose fait justement la légitimité de cette autorité à déclarer que c'est vrai. Donc il y a une espèce de circularité là, qui, lorsqu'elle est brisée, provoque un changement de régime. Et la littératie entre là-dedans, évidemment, parce que la littératie, c'est directement lié à la légitimité d'une entité, disons, à déclarer quelque chose ou à produire quelque chose en prétextant, en disant que c'est vrai. Donc, tout ça est un peu, c'est des ramifications complexes, mais tout ça est lié, et c'est ce qu'on essaye un peu de modéliser, disons. Oui, alors est-ce que Nadia ou Philippe, vous aimeriez réagir? En fait, j'aimerais faire un commentaire sur la question justement de l'identification, Nadia, que tu donnais de ces fakes. L'un des problèmes qu'on a actuellement, c'est que la perception ne suffit pas. C'est assez important. On sait que bon, ça existait depuis un bout. On pense aux vidéos trafiquées d'Obama, Ben Laden, à une certaine époque, où évidemment il fallait des experts pour essayer de voir, d'authentifier finalement le document, à savoir est-ce qu'il est vrai ou est-ce que c'était vraiment un vidéo de Ben Laden ou pas. Donc, on a cette question depuis plusieurs années. Ce n'est pas nouveau avec les deepfakes. Mais là, on arrive à un degré de réalisme. On a vu, par exemple, Tom Cruise tout à l'heure, qui aurait pu dire ici que ce n'était pas Tom Cruise. Et bon, il y avait un débat hier au Musée de la Civilisation, justement, avec un expert en informatique qui disait qu'il fabrique ces deepfakes et qui nous disait qu'eux-mêmes ne peuvent pas les distinguer. C'est-à-dire un spécialiste qui va fabriquer le deepfake d'une façon très, très rigoureuse, avec des moyens évidemment que l'amateur n'aura pas, n'arrivera pas à faire la distinction. Donc, le problème de la sensibilisation se pose sur un tout autre plan que celui de la détection du fake au niveau perceptif. C'est une question aussi de crédibilité. Est-ce que ce que la personne dit est conforme à ce que normalement la personne dirait? Par exemple, le faux Obama. Si on ne sait pas si c'est Obama ou pas, et puis qu'on lui met les paroles de Trump, quelqu'un qui est averti sur le plan politique va dire « c'est pas possible, ça n'a pas de bon sens que Obama dise ça ». Mais quand on arrive à la manipulation, par exemple, de Nancy Pelosi, là, justement, on est dans une autre dynamique. Et puis la question, justement, de Biden qui fait des gaffes et tout ça. Donc, lui-même est un gaffeur naturel. Donc, lorsqu'il parle, on ne dit pas que c'est une manipulation, mais la même tentative, justement, de mettre une gaffe dans la bouche de Pelosi, qui, on le sait, ne va pas dans ce registre, nous amène à... Alors, on voit la complexité d'amener des solutions à cette information qui, pour un esprit qui n'est pas non averti, toute la question de la littératie, elle est centrale, mais c'est pas seulement la perception qui est en jeu, c'est vraiment une connaissance beaucoup plus large des enjeux dans un domaine donné, par exemple. Et tout le problème, je vais terminer là-dessus, est celui de la confiance. C'est-à-dire, ça ramène à la question de comment on arrive à déléguer notre confiance. Si nous ne sommes pas un expert d'un domaine, moi, j'ai un épidémiologue qui me présente quelque chose, c'est un scientifique, et puis là, j'ai un deepfake du docteur Fauci, par exemple, qui est mis dans des circuits, par exemple, comme ceux de Fox News. OK? Donc, il ne va pas par exemple, à CNN, mais qui s'en va dans des circuits où tous les gens sont prêts à croire ce qui est dit. Et c'est là où ça devient d'une immense complexité à voir comment, comme société, on peut gérer ce nouveau phénomène.
Absolument. Et puis, ça va encore plus loin. Et puis, je suis très, très heureuse de t'entendre, René, pour dire, c'est la raison pour laquelle nous, on essaie de pousser encore plus loin, parce qu'on sait qu'il y a un travail très sérieux qui est concernant toute l'éducation médiatique et puis tout ce que tu as discuté. Et puis, on essaie de pousser encore plus loin. Surtout, on utilise la théorie des construits personnels, parce que non seulement on doit percevoir tout l'aspect technique, de plus en plus, il est difficile à détecter. Après, on doit aussi comprendre le contexte. Donc, vraiment, comme tu as dit, est-ce que Obama va dire ceci? Et puis, est-ce que c'est quelque chose qui conforme à ce qu'il dit? Mais aussi, il y a la question de mes construits personnels. Et puis, pourquoi moi, à partir de ce que je suis en train d'entendre, pourquoi je veux croire en ceci? Quel est mon... parce qu'on a parlé aussi, je crois que Angelina a parlé de toute la question de l'émotion, que ça a réagi, les hypertrucages. Et puis, donc, surtout quand on parle de la désinformation, on a cette tendance à accepter et puis à croire les choses qui vont aller dans notre camp. C'est comme quand on est dans des bulles de l'écho chamber sur les médias sociaux, qu'on entend les mêmes messages qui vont renforcer nos beliefs, comme nos croyances. Donc, encore une fois, tout ce questionnement qu'on essaie de faire avec ces jeunes-là, c'est de les faire réfléchir à pourquoi ils croiront ce qu'ils vont croire à un moment donné, puis pourquoi il y a des deepfakes qui vont passer d'une façon très comme si c'était des vrais, alors que d'autres, peut-être, ils vont les détecter à partir de leur propre construit personnel, mais aussi quand ils vont dialoguer avec d'autres personnes. Quand moi, je vais te dire, René, écoute, cette vidéo, elle est fake, et puis toi, tu l'as comprise, que tu l'as cru réelle parce que tu sais, comme tu ne veux pas te vacciner ou whatever, comme je vais construire ta construction. Donc, pour pouvoir t'expliquer, puis vraiment raisonner, puis argumenter avec toi, je dois voir comment tu construis la question, le sujet. Et puis, donc, c'est vraiment toute cette perception et puis cette réflexion sur les construits personnels qui va nous aider à se protéger, à équiper ces jeunes-là, mais aussi à les aider à dialoguer avec les autres qui peuvent être facilement pris par des deepfakes. Donc, il y a toute cette question qui est encore, comme tu dis, beaucoup plus loin que juste détecter l'aspect technique de ces hypertrucages. Oui. Philippe veut intervenir, Samuel après, tout de suite après. Alors, oui, c'est plus une réaction. Hein. J'écoute les échanges avec beaucoup d'attention. Ça me fait dire, ça me fait penser à une chose, c'est que bon, on sait que les phénomènes de propagande sont consubstantiels, certaines formes de propagande sont consubstantielles à nos démocraties depuis longtemps. Enfin, c'est un mode de gouvernance, etc. Enfin, la communication politique, en tout cas, s'en inspire depuis longtemps. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, on a vu ces procédés, évidemment, soumis à la critique, contestés, etc. Il le sont encore. Mais j'ai l'impression, à vous entendre, que vraiment, enfin, moi, je suis un peu saisi d'un certain vertige, parce que aujourd'hui, eh bien, il ne s'agit plus d'orienter seulement les masses, mais c'est l'individu qui est au centre. Et donc, on parlait d'authenticité. Si on veut fonder une démocratie qui serait authentique, dirais-je, eh bien, cela demande à chacun de se construire comme citoyen réflexif, avec un haut degré de réflexivité. À vous entendre, Nadia, c'est un peu ça, finalement, l'enjeu, c'est d'être soi-même conscient de ses propres processus d'adhésion, de croyance, etc. Mais en même temps, c'est le prix à payer pour continuer à exercer une citoyenneté où finalement, non seulement les groupes, mais aussi les individus sont mis à un système qui est totalement fragilisé, où on l'a dit, hein, l'autorité, etc., a été mise à mal. Donc, se construire son propre système de référence dans un environnement complètement fluidifié, autour de sa citoyenneté comme individu, et puis en même temps à travers les réseaux dans lesquels on s'insère. Enfin, c'est vertigineux, je trouve. Voilà, c'était une réflexion qui me venait à l'esprit. Oui, alors Samuel, soit Nadia, tu réponds, ou Samuel avait une question également.
pas forcément une question, mais peut-être aussi une remarque par rapport à ce qui a été dit et sur les travaux qui sont menés autour de ce qu'on appelle la cartographie des affects, qu'on explore aussi de notre côté avec aussi les références aux cartographies schizoanalytiques de Guattari. Et donc sur ce positionnement que là Nadia défendait, de dire bah, voilà, il y a un moment, il va falloir qu'on s'interroge sur finalement qui on est, d'où on parle et qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui n'est pas important pour nous. Et donc ça, moi, j'y crois forcément, mais je m'interroge sur la capacité des nouvelles ou moins nouvelles générations à être motivées par cet effort d'esprit critique, par cet effort de réflexivité, par cet effort de mise à distance des choses. Parce que je n'ai pas l'impression que pour beaucoup de gens, ça soit si important que ça, finalement. Et donc, du coup, comme ce n'est pas important, bah, ils ne consacrent pas d'énergie à faire ce travail-là. Et que nous, en tant que chercheurs, universitaires, bah voilà, quoi. Nous, oui, pour nous, c'est important parce que c'est notre métier. Mais pour beaucoup de gens, ça ne l'est pas. Et comme en témoigne, j'ai été très surpris. Ils ont fait un petit sondage là, après des lycéens pour savoir s'ils pouvaient parler de tout. Et pour beaucoup, il y a plein de tabous sur des sujets qu'il ne faut pas aborder. La religion, la politique. Et donc, en gros, il se crée une sphère de discussion et de partage dans lequel l'argumentation a plus vraiment de place et dans lequel il y a tout un tas de sujets qui ne rentrent pas parce que, oh là là, si on parle de ça, ça va tout de suite être un conflit. Et donc, voilà, donc c'est juste une petite réflexion autour de ça et sur finalement une interrogation peut-être encore plus globale que celle qu'on a déjà amenée sur cette réflexion sur soi-même et sur ce qu'on pense, qui est dans quelle mesure on est curieux de l'autre. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à être dans une société qui est de moins en moins curieux de l'autre. Et donc, du coup, d'essayer de comprendre ses arguments, d'essayer de pouvoir discuter avec lui pour échanger tout ça. Donc, peut-être que parallèlement à l'esprit critique, il y a aussi une formation à la curiosité qui pourrait peut-être être menée de manière parallèle. Voilà, c'était juste une petite remarque comme ça. Oui, comme modératrice, je vous dirais qu'il nous reste encore 5 minutes. Donc, j'ai promis à Louis-Olivier que j'étais très rigoureuse parce qu'il termine l'enregistrement à l'heure pile. Alors, si tu pouvais répondre à ça, mais juste avant, Nadia, je voulais juste un petit peu renchérir sur ce que Samuel a dit, ce que Gérald Bronner, dans son livre passionnant La démocratie des crédules, indique, notamment, bon, il parle de billets de confirmation et tout ça, mais ce qu'il parle, c'est de l'effort pour dénoncer les faussetés. Et un des points, c'est que c'est beaucoup plus facile de provoquer un deepfake ou une fake news que de la dénoncer. Parce que tout l'appareillage nécessaire pour dénoncer un fake est supérieur et plus grand. Il fait appel à tellement de dimensions, on le sait. Et alors donc, il y a une propagation dans l'espace public actuellement qui est très difficile à endiguer à cause de ça. Et non seulement c'est difficile à endiguer, mais on le sait, plus on va publiciser, rendre visible dans l'espace socio-numérique la fausse nouvelle, plus on lui donne de la prise, en fait, plus on la renforce d'une certaine façon. Alors, on arrive dans quelque chose de très complexe. Donc, écoutez, 1 minute pour une réponse, puis on va ensuite terminer notre séance d'aujourd'hui. Pour 1 minute, OK, juste pour répondre à la question du groupe des jeunes et puis pourquoi moi je travaille avec les groupes des jeunes. Si on veut juste aller voir tout le mouvement qui s'est créé autour des changements climatiques, de la crise climatique, si on regarde chez nous le printemps d'érable, les jeunes, ils veulent agir et puis ils ont cette volonté d'agir. Puis là, je ne vais pas généraliser, mais d'après mes travaux avec les jeunes, ils veulent réagir, mais
mais comme vous avez dit, il y a des choses qui les empêchent d'agir. Quand je travaillais avec les jeunes dans le contexte de la crise syrienne, ils croyaient qu'ils devaient absolument se protéger parce que c'était tabou de parler de la crise syrienne en ligne. Ils croyaient que leur voix n'avait pas de valeur. Ils étiquetaient, plutôt ils disaient que les gens qui partageaient de la fausse nouvelle contre les réfugiés, c'était des racistes, etc. Mais ils se limitaient là. Et puis, ils croyaient que leurs interventions étaient beaucoup plus valables, qu'il y a plus de valeur s'ils faisaient ça hors ligne qu'en ligne. À travers la discussion qu'on a eue, et puis j'ai eu 4-5 heures avec eux, et puis on est passé à travers toute cette réflexion-là, et puis vraiment comprendre leur construit, mais aussi l'impact de ces messages-là en ligne sur l'intégration des réfugiés. C'est pour cela, là, on va aussi passer à travers ceci concernant les hypertrucages. Ils ont commencé à comprendre donc l'impact. Ils ont commencé à expliquer les différents comportements. Ils ont réaliser leur responsabilité envers la société. Donc, ce n'est pas juste se protéger, mais vraiment, quel est mon rôle dans la société? Ils ont commencé à réaliser combien leur voix, s'ils utilisent leur voix en ligne, c'est une voix qui a de l'influence et puis ils sont capables de l'utiliser, surtout la majorité ont une belle compétence en ligne. Et puis, ils ont réalisé que vraiment les interventions, c'est hors ligne et en ligne. Donc, c'est à travers la discussion avec eux qu'ils ont eu ce constat-là. Mais dès le début, la volonté d'aider était présente, mais ils ne comprenaient pas comment, et puis ils voulaient se protéger pour différentes raisons, surtout que, par exemple, parfois les personnes autour d'eux sont d'un autre camp peut-être, ou bien ils ont peur de la réaction de leurs parents, etc. Mais dès qu'ils voient la valeur de leur intervention, ils sont là à agir. Donc, je crois que il faut avoir un peu de... c'est surtout qu'on doit les équiper et puis avoir des discussions avec eux. Et puis, encore une fois, ce n'est pas la solution,